m'a dit, mais il est où? Et quand est-ce qu'il sera de retour? Regardez-le! Il est là! Melka du 3-8! Avec l'équipe, la fille bien sûr, le chef de motte, Samir, easy, il m'avait doublé dans la montée, oh là là, il m'avait fait mal. Fad, Olivier, et voilà les types. Alors franchement les gars, on est bien là, on est bien. Et puis bien sûr, il y a mon Julien. Ah ouais, toujours de la partie. L'homme dans les embrouilles, il est là, un vrai guerrier. Je suis là, ici, dans un mauvais état, mais je suis là. Et on rejoint Mathieu qui est lui au départ. Et on fera le 42 km de la trace des maquisards. Et on essaiera de prendre beaucoup de plaisir. A plus. Oh là là. Regardez qui c'est qu'on a trouvé dans la nuit. Une vraie vedette, un peu une star de cette chaîne. Oh. Mathieu. Le retour. Le retour. Le génie des plans d'automne. Le génie de l'Ultra 01. Alors, je fais pas de la... Je veux pas effacer Melka, Nafi et toute la clique. Mais Mathieu aussi a eu son moment de gloire. Et toujours. Et toujours Julien. Voilà, évidemment. Les fidèles, exactement. Les fidèles. Les courageux. Pas comme les autres fragiles là. Hein? Walter. Fabien. On est au-delà du fragile là. Arnaud, bon. Donc, avec toute cette bande là, on va marcher un petit peu sur les traces de l'histoire. Et on va rendre hommage au maquis de l'Ain. Donc j'essaie de vous faire au fur et à mesure des kilomètres retracer un peu l'histoire du maquis. Et puis je crois que l'organisation a bien préparé les choses. Donc ça devrait être bien sympa. J'espère pouvoir réveiller un petit peu vos consciences. Et puis prendre du plaisir. Alors ça va peut-être moins marrant que d'habitude. Bien qu'il y aura quand même la course. Vous me verrez souffrir, d'autant plus que je suis pas bien. Mais ça devrait être bien. Allez, des petites informations bien évidemment. On est quand même en 1900, combien 43, 44. Ah, 1944, c'est important. La technologie a suivi. Donc on court pieds nus, pas de chaussures, on a des sabots, ça dépend. Il faut respecter tout ça. Attention aux Allemands. Alors, oui, attention aux Allemands. Heureusement, les choses ont changé. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, j'ai couru avec une Allemande pieds nus. Et c'était une très bonne amie. Tout simplement pour éviter. Soyez prêts, attention. Ça s'arrête pas, ils sont beaux, ils sont affûtés. Allez, faites-vous plaisir. Bienvenue dans le haut budget. Et il y a une pensée pour... On est dans un premier petit bouchon. Donc c'est pas un bouchon lyonnais, hein, évidemment. Ouais. C'est un bouchon de la route. Un bouchon indinois. Donc, je vous parle un petit peu du maquis de l'Ain. Le maquis, c'est... Qu'est-ce que c'est? Au début de la guerre, évidemment, l'armée française, comme on le sait, a été tout de suite terrassée par les forces allemandes. Et l'armistice a été voté et la France a évolué sous le régime de Vichy. Pour autant, il y avait des gens un peu marginaux qui ne sont pas laissés faire et qui étaient donc résistants. Et c'était une partie infime de la population, 2-3% seulement. Pendant toute la guerre, ça a été ça. Sauf évidemment les résistants de dernière minute, quoi. 1942, les rafles se sont multipliées contre les juifs
notamment. Et surtout, il y a eu l'imposition du soutien à l'effort de guerre, donc les STO. Et les Français, les jeunes Français étaient obligés de partir en Allemagne pour aider les Allemands à la fabrication des armes, etc. etc. Oui. À partir de là, les jeunes ne voulaient pas partir là-bas, donc ont pris le maquis, c'est-à-dire qu'ils sont partis de chez eux, un peu partout en France, et ils sont allés se réfugier, ils sont allés se cacher, en fait. Et dans l'Ain, l'Ain n'a pas échappé à cette chose. Et du coup, les jeunes sont partis se cacher sur les plateaux de l'Ain. 1942. Voilà, je vous fais la suite un peu plus tard. On attaque la deuxième montée. On a perdu Mathieu. Il ne doit pas être bien loin derrière. Mais dans un passage debout, c'était un peu compliqué. Alors je vous poursuis. Les STO ont forcé les jeunes Français réfractaires à choisir le maquis. Mais le maquis, ça voulait pas spécialement dire la résistance. C'était une grande majorité, une grande minorité qui allait dans la résistance. Des jeunes qui n'avaient que très peu, voire pas du tout de formation militaire. Et les autres se sont cachés, quoi. On dit que c'est 2-3% sur l'ensemble de la guerre de Français qui ont rejoint la résistance. En revanche, on dit entre 8 et 10 qui étaient collabos. C'est pas reluisant. Pour arriver à fédérer tout ça, on avait des hommes de poigne dans l'Ain, notamment un certain Émile Mercier, qui était un médecin de Nantua et qui était un peu le correspondant de la résistance dans l'Ain. Et puis d'autres figures, souvent des notables en fait. Pour l'info, Émile Mercier, on y reviendra plus tard, mais a été dénoncé et fusillé. Pour arriver à rassembler tous ces jeunes éparpillés, il fallait un vrai chef de meute, un peu comme Nafi là, avec les mecs de la team 3869, un meneur d'hommes, et ils l'ont trouvé avec Henri Petit, nom de code Roman Petit, qui restera une figure dans l'Ain comme le chef des maquis de l'Ain. Roman Petit, c'était son nom de code. Il a réussi à fédérer tous ces camps éparpillés. Il a fait 22 camps de maquis, une centaine de zones de parachutage et je crois une dizaine de pistes d'atterrissage. C'était un maquis structuré et certainement le plus structuré de France, alors que vis-à-vis du maquis des Glières ou du Vercors, c'est pas celui dont on entend parler le plus souvent. Vous verrez pas malheureusement une très belle vue sur le lac de Nantua. Julien est juste devant moi, Mathieu toujours un peu derrière, mais pas loin j'imagine. Je reprends pendant qu'on est dans la descente.
Donc Henri Romans-Petit, c'était un ex-officier de la Première Guerre mondiale, quelqu'un en qui la résistance avait confiance. Et quand ils l'ont dépêché ici, la mission c'était effectivement de rassembler les maquisards, de les entraîner. Et bien sûr, au vu de leur nombre, au début et pendant les premières années, on a estimé leur nombre à 450 contre 7000 Allemands. Forcément, ils ne pouvaient pas faire la guerre. Et puis, évidemment, ils vivaient dans des fermes reculées sur les plateaux de l'Ain. Et à la saison hivernale, il y avait beaucoup de jeunes qui désespéraient, qui rentraient chez eux. Alors, Romans-Petit a décidé de frapper un grand coup. Il y avait un camp Artémar qui est à côté de une ville qui est à côté de Bourg-en-Bresse, qui avait on appelait ça les camps de jeunesse d'Artémar. C'était une espèce de milice créée par Vichy pour aller combattre la résistance. Et en fait, ils ont décidé d'aller dépouiller ce camp. Donc ils ont fait un commando qui était hyper bien organisé. Et en 45 minutes, ils ont volé 11 000 kilos de provisions, d'armement, de costumes. Et ils sont repartis, se sont dispersés dans les plateaux de l'Ain. Ça a été le premier coup du maquis de l'Ain. Et grâce à ça, alors que personne n'entendait parler d'eux, le bruit s'est fait entendre en fait, qu'il y avait quelque chose qui s'organisait. Romans-Petit, lui, c'était un publicitaire. Entre l'entre-deux-guerres, il était publicitaire. Donc, en plus d'être un bon meneur d'hommes, il savait que la communication était importante. Et pour ça, il a décidé de faire une opération le 11 novembre. C'était la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. 11 novembre 1943, de frapper un grand coup. Je vous en parle plus tard. C'est de l'autre côté. Là, il y a un canon là. Ça ira. Merci. Bravo les gars. Merci à vous. Bah non, merci à vous. Chris, fais une on est en train d'un peu de remballer. J'ai du pied. J'ai bien accompagné là. Merci messieurs. Oui. Il nous reste le gros morceau donc. On est avec Julien, on vient de passer le... Bonsoir. On vient de passer le ravito de Nantua. Et donc on sait qu'il nous reste 28 km puisque on a rejoint le sas de départ du 28. Alors j'en étais où avec mon histoire de Romans-Petit. Donc oui, une chose très importante, le vol au camp de jeunesse d'Artémar de 11 000 tonnes de matériel. Et Romans-Petit, donc le 11 novembre 1943, a organisé pour la première fois en France une marche militaire à Oyonnax. 200 maquisards ont défilé
au nez à la barbe des Allemands, qui a été stationné à 15 km d'Oyonnax, donc ici à Nantua. Et dans une opération rondement menée avec des gendarmes complices à Oyonnax, qui étaient à Nantua, qui étaient de mèche, qui regardaient les routes, et puis des maquisards qui étaient postés à l'entrée de la ville pour protéger et alerter. Et au final, le commandant Petit a défilé, bravo, bien joué, avec 200 hommes en marche militaire, ont défilé dans Oyonnax et en haranguant la foule, en marchant au pas, et ont déposé une gerbe de fleurs en forme de croix de Lorraine en inscrivant aux vainqueurs d'hier pour les vainqueurs de demain. Et le commandant Petit avait fait en sorte que les choses soient filmées et relayées dans la presse, une presse qui était gérée par Vichy et bien sûr qui s'opposait commémoration de l'armistice du 11 novembre. Donc ils avaient fait de faux journaux, 25 000 exemplaires qui ont été édités et dont la population a pu en prendre connaissance. C'est remonté jusqu'à Londres et pour la première fois on a vu que les maquis étaient organisés et qu'on pouvait faire quelque chose avec eux. Alors en l'occurrence des opérations commando, parce qu'avec le petit nombre qu'ils étaient, on ne pouvait pas faire la guerre, on pouvait juste aller déstabiliser les forces en place. Et en l'occurrence c'était la guerre du rail, casser l'approvisionnement des Allemands par voie ferroviaire, puisqu'à l'époque le train était beaucoup plus utile que la route. Voilà. Il faut savoir que il y avait beaucoup d'Allemands dans la... Économiquement, c'était pas un département qui était très important, mais pourtant il était frontalier avec la Suisse et c'était un des seuls endroits où les Juifs pouvaient encore aller se réfugier. Donc ça monte dur là. Donc il y avait beaucoup d'Allemands dans le... Dédicace à Walter. On est sur une partie bien bitumée là. Oh, purée. Bon, en fait on a de la boue là depuis Nantua. Oh, et ça glisse énormément, on n'avance pas. On n'a pas beaucoup couru depuis, parce qu'on a fait une montée énorme et longue et boueuse. Et là on redescend dans la boue, une bonne bouillasse. Et donc c'est compliqué d'avancer sans tomber. Allez les patriotes ou pas? On avance là. Allez les patriotes. Ah, vous êtes fiers des Français? Vous êtes fiers des Français ou pas? Ah oui, allez, on y va jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, hein. Allez, j'y vais avec vous. Allez, on y va. Allez, moi je suis au bout de cœur. Allez, hein. On y va, ensemble. Allez, on y va, go, allez, jusqu'au bout, hein. Attention sur la droite, il doit y en avoir un là. Là, je le vois. Allez, go. Un peu
Le cours, on a passé le point d'eau du, je sais pas, 24e, je crois, quelque chose comme ça. C'est dur. J'ai le souffle très court parce que je suis enrhumé. Et donc j'ai du mal à respirer correctement. Donc les efforts sont tout de suite difficiles. Bref, je reviens sur le défilé. Une fois le défilé fait, évidemment les Allemands l'ont pris comme une provocation. Et allez, j'ai changé la batterie de la GoPro parce que la première avait lâché. Donc je vous disais que suite au défilé militaire, les Allemands ont commencé à intensifier les combats contre les maquisards et par le biais de Klaus Barbie ont multiplié les rafles. Il y a une rafle de Lisieux dans une colonie et qui a envoyé à Auschwitz 56 enfants juifs et leurs accompagnateurs. Pour autant, le maquis a pris de l'importance et les coups ont été des petits commandos mais qui étaient bien organisés, qui ont bien déstabilisé les Allemands. Ensuite, en juin 1944, 2 jours après le débarquement de Normandie, bon, même si ça n'avait rien, toutes les affaires n'étaient pas liées, le plus gros fait d'armes du maquis de l'Ain a été exécuté, le bombardement de la gare d'Ambérieu avec 56 locomotives détruites et une rotonde, c'est-à-dire une plaque tournante, ce qui a mis à mal les Allemands. Il y a eu à ce moment-là une sorte de joie prématurée des maquisards et des Français en règle générale dans l'Ain, qui ont crié, qui ont repris Oyonnax et Nantua, mais brièvement ils ont tombé le drapeau nazi et ils ont déchiré le pacte de l'allégeance de Vichy pour une France libre. Sauf que les Allemands se sont repositionnés et ils ont lancé une attaque, une opération qui s'appelait, je ne sais plus parce que je suis plus lucide. Cette opération a été extrêmement dure parce que parmi les Allemands, il y avait des Cosaques. Les Cosaques, c'était des guerriers des pays de l'Est qui avaient servi sur le front russe et qui étaient connus pour une politique de la terre brûlée. Il fallait faire peur, il fallait écœurer les gens. Donc il y a eu énormément d'assassinats, des viols de guerre, enfin tout ce qui peut être dégueulasse en temps de guerre. Je suis en train de me perdre. Et ça a été dramatique. Il y a une ville qui s'appelle Dortan, je crois, qui est à côté d'Oyonnax. Je vous remettrai le nom de la ville parce que
je ne sais plus exactement. Et c'est bien regrettable parce que cette ville, c'était un peu le Oradour-sur-Glane de l'Ain. Les Allemands sont rentrés, ont fusillé massivement des civils, bien sûr, femmes, enfants, ils n'ont pas fait de détails. Et puis, ils ont brûlé tout le village. Voilà, c'est assez dégueulasse, complètement dégueulasse. C'est la guerre. Je pense aussi, là, à ce moment, il faisait pas partie du maquis de l'Ain, mais Missak Manouchian, le clan Manoukian, il va rentrer au Panthéon le 24 février, je crois. Il me semble que c'est la date à laquelle il a été assassiné, fusillé. Et c'est important de rappeler que, surtout dans ces temps dégueulasses d'identitaires, de machin, là, de Front National exacerbé, où les médias font quasiment comme à Vichy, de la désinformation, qu'il y avait dans les maquis de l'Ain beaucoup de nationalités. Il n'y avait pas que des Français, il y avait des Italiens, des Polonais, des Italiens qui étaient réfugiés politiques, qui avaient fui Mussolini, comme il y avait des Allemands qui n'étaient pas nazis et qui combattaient les nazis. Il y en avait beaucoup. Posez-vous la question, où est-ce que vous seriez, vous, si c'était aujourd'hui, sans jugement? Est-ce que vous seriez résistant? Est-ce que vous seriez caché? Est-ce que vous seriez collabo? Évidemment, personne ne pense être collabo. Mais résistant, aujourd'hui, on a des Palestiniens qui subissent exactement la même chose, bien plus grave encore, parce que là, il n'y a pas d'armée en face. En Palestine, il n'y a pas d'armée. Il y a le Hamas qui est plus une idée qu'une armée. C'est effectivement des terroristes, mais en aucun cas représente le peuple palestinien. Il y a le Congo en ce moment, 7 millions de morts là. Génocide. Et les Ouïghours, hein, on nous rabâche que les camps d'extermination, les camps de concentration, c'était une folie. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Pour autant, aujourd'hui, le royaume de Chine interne des millions de personnes. On parle de millions. Personne, ça fait sourciller, personne n'en parle. Il y a des assassinats. Être résistant, ça commence par ne pas laisser faire. Et comme on peut, si on doit crier, si on doit écrire, si on doit manifester, si c'est ça le début de la résistance, soyez résistants. Le jour où c'est nous qui nous allons nous retrouver dans cette situation, comme ça a pu l'être le cas avec les Allemands, qu'est-ce qu'on espérerait des autres en fait? J'espère qu'on verra, c'est le monument aux morts. Sous cette dalle repose la dépouille mortelle d'un résistant inconnu, odieusement torturé jusqu'à ce que mort s'en suive à Siège, Jura, le 11 avril 1944, par les nazis et les miliciens.
Allez, c'est fait. Félicitations à tous ceux qui gagnent. On monte les sorts, on arrive à 360 entre Samir et Antoine de Joly aussi qualifié. Alors, je vois Antoine Lille. Martin ou Alexandre, j'ai besoin de vous. Allez,